Mais que vient faire Che Guevara, place Tahrir, au Caire? Comment peut-il se retrouver au cœur même du printemps arabe quand on pensait sa mémoire sagement rangée dans les bibliothèques occidentales? Et on ne le retrouve pas seulement en Égypte, au Yémen ou en Syrie. Il réapparaît régulièrement dans les grands mouvements de révolte, comme chez les indignés européens ou auprès des militants de Occupy Wall Street. On pensait le Che devenu inoffensif après 50 années de détournement publicitaire. Une figure de révolutionnaire enterrée sous des tombereaux de produits dérivés, plus kitsch les uns que les autres. On dit que ce portrait est le plus diffusé au monde. Pour comprendre d'où vient ce succès planétaire, j'ai cherché à reconstruire la généalogie de cette image. Cette enquête m'a mené d'une île à l'autre, de Cuba jusqu'en Irlande, en passant par Dole dans le Jura, où Che Guevara n'a sans doute jamais mis les pieds. Première étape, La Havane. Pas facile de choisir le bon filtre pour regarder cette ville. On peut se focaliser sur les indéniables succès de la Révolution, l'éducation pour tous, une espérance de vie record pour l'Amérique latine, ou alors capter les signes d'un régime en fin de course, qui égrène depuis 50 ans le même chapelet de slogans et d'images d'Épinal. On peut aussi chausser les lunettes de soleil du tourisme. Entre deux plages, petit détour par la place de la Révolution, où trône un Che monumental. Justement, c'est jour de fête à La Havane. Le 1er mai. Dans ce défilé du 1er mai à La Havane, Che Guevara a encore plusieurs visages. Ici, il ne s'est pas encore transformé en un logo désincarné. Ce sont de vraies photographies. Elles témoignent d'un âge d'or de la photographie cubaine, rendu possible par l'arrivée des révolutionnaires en 1959. Nous rencontrons Roberto Salas, le dernier acteur vivant de cette explosion créative. Bon pied, bon œil. Il est vrai qu'il n'avait que 16 ans quand il a commencé à photographier la Révolution. La Statue de la Liberté. C'est cette photo qui a fait de moi un professionnel. Et je n'avais que 16 ans. Roberto Salas est aussi l'auteur d'une des photographies les plus emblématiques de la période d'effervescence. L'histoire de cette photographie, c'était la première fois que je voyais le Che. Cette photo a été prise au 10e jour de la Révolution. Et je l'ai prise en attendant la lumière d'une allumette. Parce qu'il n'y avait pas de lumière là-bas. J'ai posé l'appareil photo sur le bout de leur table en attendant la bonne allumette. Il en arrive une et boum, j'avais ma photo. Aucun de nous ne venait de la presse. Alberto Corda était un photographe de mode. Corrales faisait de la photo commerciale. Liborio était laborantin. On n'avait pas le même point de vue, ni les mêmes appareils que l'ancienne presse. Avant, il y avait l'appareil grand format et le flash.
Et nous autres, on utilisait le petit format, la lumière ambiante. On faisait des reportages avec des photos, du photo-reportage. Raconter une histoire avec des images. Une grande partie de la presse reposait sur la photographie. Avec la révolution, des entreprises quittaient Cuba. Par exemple, la société Cyrus publiait 2 pages de publicité dans le journal. Quand elle s'est retirée, il restait 2 pages blanches. Et alors, avec quoi les remplir? Avec des photographies. Fidel Castro, lui, saura comment remplir toutes ces pages laissées vides par les grandes entreprises. Il mettra très vite en place un récit par l'image, où la révolution est servie par des chevaliers sans peur et sans reproche. Les plus célébrés d'entre eux s'appellent Camillo Cienfuegos et Ernesto Che Guevara. Il est vrai que le parcours de Guevara a de quoi remplir plusieurs cahiers de récits épiques. Dans le maquis de la Sierra Maestra, où s'organise la rébellion contre la junte de Batista, le médecin Ernesto Guevara devient guerriero, ce qui ne va pas de soi. Il y gagne aussi une nouvelle identité. Depuis cette période, on l'appelle le Che. Une fois les révolutionnaires au pouvoir, et grâce à la seule puissance d'un décret de Fidel Castro, l'Argentin se transforme en Cubain de naissance. Il est beau ce guerriero, beau et terriblement photogénique. Il n'y a pas une photographie de lui qui soit mauvaise. Il traverse l'image. Il avait un charisme, je ne peux pas te l'expliquer. Il a fait de jolies choses. Il a gagné sa vie en tant que photographe au Mexique. Il travaillait en agence de presse, il prenait toujours des photos. Chaque fois que sortait un nouvel appareil, il te faisait venir. Et cet objectif, comment est-il? Et cet appareil? Il aimait vraiment ça. Le Che n'aimait pas être pris en photo. Liborio, lui, il avait le droit. Presque tous les dimanches, le Che envoyait une voiture le chercher. Liborio devait travailler. Après, il pouvait prendre des photos. Devenu ministre de l'Industrie, Ernesto Guevara instaure le principe du travail volontaire, où chacun donne de son temps gratuitement pour l'édification du socialisme. Pour être suivi des Cubains, il a besoin de la presse. Alors chaque week-end, il invite fermement Liborio Noval, un photographe du journal Granma qui le suit au champ et à l'usine. Ahí está sudor y piel, repartiendo amor y aliento. Ahí está sudor y piel, repartiendo amor y aliento. La fatiga es un invento que no se hizo para él. La fatiga es un invento que no se hizo para él. Sube al más alto nivel el esfuerzo productivo, sabe ante el imperativo de un sistema solidario, que el trabajo voluntario tributa al bien colectivo, que el trabajo voluntario tributa al bien colectivo. Ernesto Guevara opère une nouvelle métamorphose. Il est El Hombre Nuevo, l'homme nouveau, héros abstrait dont on chante la gloire. Le Che super-héros, il en a les attributs. Une vie faite d'épisodes de bravoure et une panoplie reconnaissable entre mille. La barbe dit l'urgence de la situation et signale un ennemi qui vous harcèle sans répit. Pas le temps de se raser.
le treillis affirme que pour répondre à cet ennemi, on est toujours sur le pied de guerre. Et l'étoile du béret signale l'horizon radieux qui attend le révolutionnaire. Pour sa thèse à l'université de la Sorbonne, le jeune historien Camille Pouzol a réuni une quarantaine de bandes dessinées qui lui sont consacrées. Elles viennent du monde entier. Je dirais qu'il a compris assez rapidement le poids de l'image et de la photo. Et notamment dans le code qu'a mis en place la révolution cubaine. L'idée de conserver à la fin de la révolution la barbe, le treillis vert, etc. était dans un mécanisme de l'image fortement chargé symboliquement. Pourquoi Guevara a certainement été utilisé dans la bande dessinée? C'est parce qu'il porte en lui l'ADN du héros qu'on peut porter en récit, en fait. On a le voyage en 1952, où là, il va commencer à découvrir les inégalités sociales, l'exploitation par les Américains, il va avoir une prise de conscience. Va devenir ensuite l'épiphanie héroïque, avec l'épiphanie héroïque où il y a là toutes les étapes cubaines, avec la Sierra Maestra, et la bataille de Santa Clara, qui va être le moment en fait, de gloire suprême de Guevara, avec l'attaque du train blindé, qui va sonner le glas de l'offensive de Batista et aboutir à la fuite du dictateur cubain et la prise de pouvoir par les révolutionnaires. Tous les épisodes romanesques qui sont constitutifs de la tradition héroïque sont transposables à la vie de Guevara. Et maintenant, chaque fois qu'on a besoin d'avoir cette idée de révolution, on va faire appel à lui parce que dans l'imaginaire collectif, il est cette incarnation de la révolution, il est cette incarnation de la rébellion, il est cette incarnation de la révolte. Castro l'a bien compris quand il pose ici, en 1982, à Santa Clara, la première pierre du mausolée construit en l'honneur d'Ernesto Guevara. Le Che, éternellement jeune et rebelle, le Che est une parfaite caution pour un régime qui, lui, a déjà pris quelques rides. En édifiant cette statue monumentale, Castro offre au peuple un immense écran de projection à toutes les idéalisations. Si le Che a la tête dans les cieux, Castro, lui, se charge encore et toujours des éclaboussures du petit quotidien. Car Ernesto Guevara lui est bien plus utile en bronze ou sur papier glacé qu'en ministre incontrôlable. Quand il se permettait de renvoyer dos à dos les politiques impérialistes des Soviétiques et des Américains, alors que c'est grâce à l'aide de ces mêmes Soviétiques que l'île survit économiquement. Très vite, l'idéalisme du Che va se heurter au pragmatisme de Fidel Castro. Les deux hommes décident finalement de séparer leur destin. Ernesto Che Guevara ira exporter la révolution vers d'autres pays. En 1965, il adresse une longue lettre à Castro qui aurait dû rester secrète. Il démissionne de toutes ses fonctions officielles, renonce à cette nationalité cubaine que lui avait offerte le leader Maximo. Il veut reprendre sa liberté. Il renonce ainsi à cette figure qu'il a patiemment construite avec Fidel Castro. À cette époque, Che Guevara est déjà un des symboles des mouvements de révolte contre l'impérialisme nord-américain, ce qui complique une sortie discrète de l'île. Pour qu'il puisse retrouver la vie clandestine du guerriero, les services cubains vont changer son apparence physique. Un faux passeport fera de lui Ramon Benitez, un représentant de commerce uruguayen. C'est sous ses traits qu'il ira faire ses adieux à sa famille. Puis le numéro 2 du gouvernement cubain disparaît littéralement de la scène politique internationale. Castro, parfois accusé de s'être débarrassé de son bouillant ministre de l'Industrie, trouve bon de se justifier en rendant la lettre publique. Il le fait dans des circonstances d'une particulière cruauté, lors de la première assemblée du tout nouveau Parti communiste cubain et en présence de la femme de Guevara, Aleida March. Par cette lecture, Castro rend impossible tout retour du Che à Cuba.
reclaman el concurso de mis modestos esfuerzos. Y llegó la hora de separarnos. Sépase que lo hago con una mezcla de alegría y dolor. Que no dejo a mis hijos ni mujer nada material y no me apena. Me alegra que así sea. Que no pido nada para ellos, pues el Estado les dará lo suficiente para vivir y educarse. Il s'est préparé à Cuba pendant un temps. Et là, on l'a transformé, on l'a changé. On lui a coupé les cheveux, on lui a posé une prothèse sur les dents. Il a appris à marcher avec des lunettes à gros foyer. Il s'est transformé en une autre personne. Une fois la transformation terminée, il demande à nous voir. Mais on ne devait pas savoir que c'était mon père. Sinon, on en aurait parlé autour de nous. Et personne ne devait savoir où était mon père. Nous sommes arrivés pour dîner avec lui. Il s'est présenté comme un ami de papa. Il s'est assis en tête de table et m'a permis de m'asseoir à l'autre extrémité. Il s'est servi du vin rouge pur, alors que mon père le mélangeait avec de l'eau. Alors je me suis levée et je lui ai dit « Tu n'es pas du tout un ami de mon père ». Il m'a demandé pourquoi je disais cela. Mon père prend son vin rouge avec de l'eau. Toi, tu le prends pur, alors que c'est avec de l'eau qu'il est bon. Pour moi, tout ce que faisait mon père était bien. Et je suis allée lui ajouter de l'eau dans son vin. Ce n'est pas si facile de devenir une image. Cela passe par des transfigurations et métamorphoses douloureuses. Comme a dû être douloureux pour Guevara cet épisode on ne peut plus romanesque d'un révolutionnaire qui va dire adieu à ses 4 enfants avec la mâchoire, les habits et la voix d'un représentant de commerce. Le corps d'Ernesto Guevara n'en a de toute façon plus pour longtemps. Il est engagé dans un mouvement de désincarnation qui ne prendra fin qu'en 1967 avec une macabre mise en scène des militaires boliviens. Ce corps pourra alors laisser la place aux images, puis à une seule image. Enthousiasmé par la toute jeune révolution, le photographe suisse Luc Chessé a 25 ans quand il s'envole en 1961 pour la Havane. En 1972, les autorités cubaines qui cherchent à retrouver le corps du Che l'envoient sur les traces boliviennes du guerriero. Luc Chessé ne retrouve pas ce corps, mais il en tirera une très belle série de photographies qu'il nous présente lors d'une exposition au musée de l'Élysée à Lausanne. Ça, c'est une image assez intéressante. Son effigie était interdite en Bolivie. Et alors les enfants avaient trouvé un système, ils découpaient un chablon en papier et avec les rayons du soleil, on projetait l'image de Che. Et quand il y avait des soldats ou des policiers qui s'approchaient, hop, ils déchiraient le papier, et ni vu ni connu. Il y avait aussi des hôtels dans les chapelles ardentes. Directement après sa mort, quand il a été amené dans l'hôpital de Valle Grande, les paysans qui l'avaient quand même vendu et dénoncé, ben, tout d'un coup, ils ont commencé à lui tirer des mèches de cheveux pour en faire des amulettes. Il avait cette allure très christique qui a quand même frappé beaucoup les imaginations des gens. Les dictatures militaires étaient au pouvoir dans la majorité des pays. Et alors, le Che, c'est vraiment l'icône, l'emblème de la lutte armée, de la guérilla, du changement.
alors qu'il n'était pas le stratège en chef de la guérilla dont nous avions rêvé. Enfin, moi, je l'avais imaginé comme ça, et enfin, beaucoup de gens l'avaient imaginé comme ça. Nous, on a pris à peu près 2 mois pour refaire le périple qu'il avait fait. C'était pas facile, et nous, on n'avait pas l'armée aux trousses. Pour nous, c'était quand même plus facile. Il faut dire que le choix de la zone pour ouvrir un front guerriero semble totalement irréaliste, puisque la Bolivie avait quand même, c'est le seul pays, je crois, d'Amérique latine où il y avait une réforme agraire. Et donc les paysans étaient propriétaires de leurs terres, de leur misère, si tu veux, mais enfin de leurs terres. Pourquoi ouvrir ce front de guérilla là en Bolivie, qui semblait être vraiment un des pires, un des endroits où ça ne pouvait pas réussir? Comme Luc Chessé, je suis parti sur les traces du Che en Bolivie. Ernesto Guevara entraîne ses compagnons dans une sorte d'expérience radicale. Un long retour à l'état de nature. Ce qu'il cherche dans cet environnement hostile, c'est que chacun aille au plus loin de lui-même. L'homme nouveau sera celui qui sortira vainqueur de cette nature hostile. Ernesto Guevara aime se comparer à Don Quichotte, le chevalier qui avait lu trop de romans. L'expédition commence par une marche d'exploration qui rapidement se transforme en marche forcée, avec des militaires boliviens sur les talons, et enfin en perdition, quand des Cubains égarés, isolés, épuisés, en arrivent à boire leur urine. Le Che, quant à lui, hirsute et asthmatique, blesse sa mule qui refuse d'aller plus loin. Le 8 octobre, jour anniversaire de la capture du Che, j'ai suivi un couple de jeunes Allemands et leur guide bolivien qui leur a vendu ce pèlerinage. C'est qu'il existe un tourisme du Che avec étapes signalées, comme autant de stations d'un chemin de croix. Et sur les traces de celui qui s'est dilué dans ce paysage, nous avons commencé par nous perdre. Ici, il y a un sentier. Où êtes-vous? Vous voyez un chemin? Il y a des traces? Quelle histoire! Nous voilà perdus. Au détour d'une forêt d'épineux, je débouche enfin sur une vallée. C'est le Bado del Yeso, un gué qui permet de traverser le Rio Grande. C'est aussi là que s'est fait piéger tout le groupe d'avant-garde des guérilleros. Les militaires postés autour n'ont pas eu de mal à les prendre pour cible dans ce grand espace dégagé, un des rares de la région. Seuls 3 des compagnons du Che survivront à cette expédition mal préparée. Guevara, quant à lui, est capturé par l'armée bolivienne, qui a reçu des renforts de la CIA. Avant-dernière étape au programme de la Ruta del Che, le village de la Higuera, où il a passé sa dernière nuit avant d'être abattu le 9 octobre 1967. Certains villageois refusent de se consacrer à la marchandisation funèbre. La propriétaire de la seule épicerie de la Higuera vend tout de même quelques photographies, comme autant de petites amulettes. À la date anniversaire, la télévision bolivienne retransmet en direct les célébrations. Profite de pouvoir vivre en paix. Tu remplis tes poumons de ciel, là où tu es, si c'est bien là que tu es. Il est dommage que Dieu n'existe pas. Mais bien d'autres sont dignes de te recevoir, commandante.
Vive le commandant Ernesto Che Guevara. Vive Cuba. Vive la Bolivie. Vive l'Argentine. Sur la pierre qui porte le buste géant du Che, une autre scène attire mon attention. Ce sont des cadeaux pour le Che? Oui, des biscuits, une poule que j'ai préparée, ses chips, son soda. Il y a aussi 1 kilo de pâtes. Tout ça, ce sont mes offrandes à l'hôtel de Che Guevara. Ah oui. Pour qu'il nous aide avec notre santé. Parce que mon frère a eu un accident, il est en fauteuil roulant. Aussi pour ma mère qui ne va pas bien. Je viens de loin. Je ne suis pas d'ici, de par là-bas, au-delà des collines. On a loué une moto. Mon fils m'a emmené présenter mes offrandes au Che. Tout à l'heure, quelqu'un nous a demandé comment vous, des personnes vivantes, pouvez vénérer un mort. Parce que c'est une personne venue mourir ici pour nous, comme le Seigneur. On le prie avec foi et il nous aide. Alors c'est pareil. C'est dans l'ancienne école que s'est joué le sort d'Ernesto Guevara. Avec les années, les récits de sa mort ont tellement divergé qu'il devient impossible de démêler le vrai de la légende. Cette année 1967, Julia Cortés était l'institutrice de l'unique classe de la Higuera. L'école n'était pas celle d'aujourd'hui. Les murs et le toit de l'ancienne étaient en terre. Le Che, son image a totalement changé depuis cette époque. Avant, on le cherchait avec des balles. Aujourd'hui, on le cherche avec des bougies. Le 9, ils ont fait sortir le Che pour prendre une photo. Alors on a pu l'observer. Il y avait une lumière très forte, beaucoup de soleil. À la porte, le garde m'a demandé si je voulais connaître le Che. J'ai répondu que j'étais venue pour ça et il m'a laissé entrer. Il était derrière moi. Cela m'a surprise. J'étais étonnée de voir là une aussi belle personne, détenue. On disait qu'on ne pouvait pas le tuer au combat parce qu'il avait des protections sur son corps. On disait ça? Oui. Mais j'ai vu qu'il n'avait aucune protection et qu'il était particulièrement beau. Beau, mais un peu sale, non? Sale, oui, très sale. Surtout ses habits. Mais ça n'avait pas d'importance, ces haillons. C'était son visage qui était attrayant. Son regard. Tout. Ses attitudes étaient belles. Ses yeux aussi, particulièrement. Le plus beau, c'était ses yeux. C'est là qu'il m'a dit qu'il avait faim, qu'il avait demandé qu'on lui apporte quelque chose. Alors je suis sortie pour lui ramener un bol de soupe que ma mère avait préparé. Je lui ai apporté et je suis partie. C'est alors que j'ai entendu la rafale. J'aime rêver de lui.
parce qu'il m'a apporté beaucoup de chance. C'est très bon d'en rêver. Quand j'ai des problèmes qui semblent insolubles, je rêve de lui et je suis heureuse, car je sais qu'il va tout arranger à mon profit. Ernesto Guevara adoré. Comme saint ou comme homme idéal, encore aujourd'hui, chacun projette l'image qui lui convient. Bien malgré eux, ce sont les militaires boliviens et leurs instructeurs de la CIA qui vont permettre cette étonnante résurrection. Ils transportent le corps sur le patin d'un hélicoptère jusqu'à l'hôpital de la ville la plus proche, Valle Grande. On l'allonge sur un lavoir dans un cabanon isolé. L'homme qu'ils ont capturé puis abattu ne ressemble en rien au héros de la révolution cubaine. On penserait plutôt à un homme des bois. Il est sale, hirsute, porte des morceaux de cuir à la place de ses bottes et il a perdu son béret légendaire. Alors les officiers présents demandent aux infirmières et aux médecins de retrouver le Che légendaire. On enlève les haillons, on le nettoie, on refait la coupe de cheveux et de la barbe. Une injection de formol préservera le corps de la décomposition. Ils font si bien que le trophée exhibé sur le lavoir est sans aucun doute possible le Che. Les photographes de presse sont invités à venir immortaliser la scène. Leurs images feront la une des journaux du monde entier. C'est le premier épisode d'une incroyable résurrection par l'image. L'artiste franco-belge Olivier Blancard a reconstitué entièrement cette scène à partir des photographies de Freddy Alborta. Il présente son œuvre au Musée des Beaux-Arts de Dole. Le côté un peu sale du personnage est tout à fait conforme à l'état dans lequel il était et l'aspect qu'il avait. Les cheveux, par exemple, sont faits de la filasse. Il a été en fait sommairement lavé par les religieuses de l'hôpital de Villa Grande pour lui faire une figure humaine et le rendre, disons, reconnaissable. En fait, il a des traits assez fins, des traits presque féminins. Avec des bijoux, bien maquillés, une jolie robe, il aurait pu faire un très beau travelot sud-américain. Il avait des traits très bien dessinés, une bouche très belle, des yeux. Et alors, la manière dont l'image est advenue est très étrange, puisque ce qui a sanctifié la mort de Guevara, c'est la photographie. Or, Guevara a été lui-même, toute sa vie, un grand pratiquant éclairé de la photographie et aussi un utilisateur au sens qu'il a utilisé la photographie, où il a collaboré, il a coopéré à la scénarisation de son image par les photographes. Les Boliviens croient se laver les mains, c'est-à-dire se débarrasser. C'est une simple formalité, on le tue, on le montre, l'affaire est réglée. Et c'est là que tout commence. On est dans une crypte et un photographe de La Paz, il sait tout de suite où se situer parce que depuis qu'il est petit, il avait des images comme ça de la Passion. Donc il y a une espèce de coproduction comme ça de quelque chose qui va aboutir à un effet tout à fait inverse, j'imagine, de ce que cherchaient les militaires boliviens. C'est-à-dire qu'ils annoncent une victoire et qui va se transformer au pouvoir en défaite. Il y a quelque chose d'inéluctable qui se met en place. La photographie, on va dire, cette photographie vient de très loin. Elle vient des temps évangéliques, elle vient des temps de la jeunesse de Guevara, elle vient des temps photographiques. C'est tout à fait incroyable.
La photographie n'est pas qu'un simple témoin de la vie de Che Guevara. Elle y joue un rôle central, moteur. Elle trace un destin, parce que son idéal était celui d'un homme nouveau, construit par sa propre volonté et contre son propre corps. D'abord héros intrépide, puis ministre exemplaire, enfin icône de la Révolution. Ce n'est pas donné à tout le monde de devenir une image. Au musée du Louvre, nous suivons la philosophe Marie-Josée Montzin à la recherche cette fois d'un tableau. Il s'agit du Christ mort couché sur son linceul, peint par Philippe de Champaigne en 1654. On a affaire à un thème très traditionnel, celui du Christ mort après la déposition, donc avant la résurrection. Il est traité avec une grande économie colorée, des teintes cadavériques. C'est le destin de toute incarnation. C'est de sacrifier sa vie pour que vive éternellement ce qu'il y a de plus important pour l'homme. Le Christ, lui, a accepté de partager le sort le plus terrible de l'humanité. Mettre Che Guevara dans la même scénographie signifie effectivement qu'il est comme l'incarnation de la Révolution, qu'il a été l'incarnation de la Révolution et que la Révolution ressuscitera après lui, qu'il a accepté en étant cette incarnation d'aller jusqu'au sacrifice, en offrant son corps torturé, mutilé, mort, et dans l'éternité d'une image, il devient aussi lieu de recueillement et lieu de promesse. Ça le sort justement de la simple idéologie. Il n'est plus un idéologue, Che Guevara, quand il devient... parce que ceci n'est pas non plus le corps d'un idéologue. C'est un corps divin. Une divinité. C'est que les militaires boliviens ne pouvaient pas faire la dernière image. Leur trophée est très vite devenu un martyr, et ils doivent endosser maintenant le rôle ingrat d'exécuteur des basses œuvres de la CIA. Les étudiants nord-américains engagés dans des luttes contre la guerre du Vietnam, puis les étudiants français, allemands et italiens qui secouent la vieille Europe au printemps 68, tous vont brandir un nouvel étendard. Che vive, le Che n'est pas mort. Car pour répondre à la junte bolivienne, l'unanimité va se porter sur une seule image, qui va éclipser toutes les autres. Une image de transfiguration prise par Alberto Korda en 1960. Une image qui attendait sagement son heure, épinglée dans le studio du photographe. Un portrait complexe qui entremêle l'image du héros révolutionnaire et de la beauté romantique. Pour comprendre son succès, il n'y a sans doute pas à chercher une équation graphique parfaite. Il faut simplement comprendre que ce portrait arrive comme la parfaite réponse aux militaires boliviens, qui pensaient naïvement avoir le dernier mot, la dernière image. Voilà donc Ernesto Guevara, l'homme aux 1000 ruses, expert en métamorphose, celui qui avait peur qu'on le prenne en photo. Ernesto Guevara, devenu une seule image, une seule identité. Alberto Korda nommera son portrait El Guerrillero Heroico. Il disait qu'en prenant la photo du Che, il avait l'intuition que ce serait une bonne photo. Il a marqué le recadrage avec un crayon rouge. C'est à l'éditeur italien Giangiacomo Feltrinelli que l'on doit la diffusion éclair de ce portrait. Feltrinelli entre dans le studio de mon père. Il voit le mur où mon père avait accroché la photo du Che et il lui dit « Je cherche une photo du Che et c'est celle-là que je veux. Combien je vous dois ?» Mon père « Je vous en fais cadeau. » Et il lui a offert 2 copies. Parce qu'on ne voyait pas les choses du point de vue monétaire, ni de vendre ou encaisser, de faire de l'argent avec ça. Tu te rends compte? C'était la mentalité de cette époque. Le 8 octobre, le Che meurt. Feltrinelli fait le fameux poster dont on dit qu'il en a vendu 1 million. Avec le copyright édition Feltrinelli.
Il n'a jamais indiqué photo Corda. Mon père disait toujours, il ne m'a pas donné un centime, mais il a fait connaître ma photo. Et de ça, il était reconnaissant. Dans la vieille Havane, nous croisons Manolo. Le tatouage qu'il porte est une rente. Il attire les touristes, à qui Manolo propose ensuite différents services. Le tatouage, je me le suis fait parce que tout le monde l'aime. Tu comprends? Quand les gens le voient, ils me prennent en photo et ramènent la photo dans leur pays. C'est un Che érotique qui a combattu pour notre pays. Il m'a plu depuis tout petit. Je l'ai toujours aimé et je le porte toujours dans le cœur. Il n'y a rien d'étonnant à retrouver l'image de Che Guevara reproduite sur les objets les plus improbables. Plutôt qu'une seconde mort, on devrait parler d'une nouvelle vie. La vie d'Ernesto Guevara devenue icône, une image qui vit d'une manière autonome. D'ailleurs, Alberto Corda avait très vite accepté d'être dépossédé de son guerriero heroico. Il avait compris qu'il ne lui appartenait plus. Pas plus qu'une sainte icône n'appartient au peintre qui l'a reproduite. Elle appartient à ses adorateurs et à la force de leur croyance. Ceci est donc l'histoire du portrait d'un homme qui voulait disparaître, pris par un photographe qui accepte de ne pas en être l'auteur. Cette histoire pourrait s'arrêter ici. L'image de Corda perdre de sa force avec le temps, et chacun oublier le destin de ce guerriero si héroïque. Mais voilà, c'était sans compter avec Jim Fitzpatrick, un artiste irlandais qui dès 1968 fera de lui une icône pop. Les feutres sont un peu fatigués, mais ça te donne une idée. J'ai fait cette œuvre à partir de la photographie qui m'a servi de référence. Mais quand je dis référence, en fait, je voulais en faire une image plus iconique. J'ai baigné dans le catholicisme, les images sacrées, les regards vers le ciel, tout cela, et aussi les cheveux flottants dans le vent, et je m'en suis inspiré pour faire ce poster. Je voulais qu'il ait l'air d'un martyr. Pour moi, c'était un martyr. Je suis toujours très croyant, et même si le Che ne l'était pas, pour moi, c'est une figure christique qui s'est sacrifiée pour les pauvres, ceux qui n'ont rien. Voilà l'original, avec les instructions d'époque, indiquant comment créer et imprimer le poster du Che. J'ai décidé de créer quelque chose de puissant et graphique. J'étais un grand admirateur des graphistes polonais, où ils simplifiaient tout. Je ne voulais utiliser que des couleurs primaires. Je me suis servi du rouge du drapeau. J'ai utilisé le noir et le blanc, bien sûr. J'étais très influencé par la photo de Corda. Mais je voulais créer une œuvre distincte. Je voulais quelque chose d'évident, qui vous marque à jamais. Je l'ai fait lors de l'hiver 1968 pour l'exposition Vivace à Londres. Ils ont utilisé mon image sans rien demander. Quand je suis retourné à Londres 6 mois après, elle était partout. Ma signature avait été retirée. Quelque part, j'ai été indigné. Pas pour le copyright dont je me fous, mais qu'ils aient enlevé mon nom. Alors j'ai décidé d'abandonner mes droits d'auteur et je l'ai annoncé dans tous les journaux pour les empêcher de l'utiliser à des fins commerciales.
Elle devait pouvoir être disséminée partout. J'ai travaillé avec tous les groupes révolutionnaires d'Europe. Je le voulais vraiment très simple à reproduire, pour que toute organisation puisse le faire. À l'époque, je n'utilisais pas la photographie. Il n'y avait pas de photocopieuse ni d'email. Alors j'ai collé la maquette du poster sur la fenêtre, j'ai mis un calque dessus et je l'ai redessiné. J'en envoyais à toutes les cellules qui en demandaient. Je les encourageais à en faire le plus de copies possible. Je voulais qu'ils se reproduisent littéralement comme des lapins. C'est donc le dernier élément qu'il nous manquait pour comprendre l'incroyable viralité de cette image. D'abord, le charisme d'un homme très photogénique. Ensuite, une photographie qui répond parfaitement à une attente historique. Puis des auteurs qui acceptent humblement de s'éclipser. Et enfin, une image tellement simplifiée que chacun peut la reproduire et se l'approprier. D'ailleurs, l'image du Che la plus vendue sur Internet est un montage qui porte à la fois la simplicité, la multiplication et l'absence d'auteur. C'est un faux Andy Warhol, 9 déclinaisons colorées du graphisme de Jim Fitzpatrick. L'image qui est la plus répandue et la plus reproduite, ce n'est pas la photo de Corda, c'est en particulier la version graphique de Fitzpatrick. Et quand on parle donc de ce portrait, on fait comme si on était face à une photographie, alors qu'en réalité, toutes les versions de l'image sont légèrement différentes. Il y a voilà, des petites variations qui sont autant de formes graphiques qu'on assimile dans une sorte de syncrétisme très caractéristique de l'imagerie populaire à une image, alors qu'en réalité, il y en a beaucoup. Le repère qui est celui de Fitzpatrick à cette époque, ce sont les travaux de postérisation de Warhol. Ce principe iconographique, il vous embellit. Alors, le Che, il était déjà tout à fait beau gosse, hein, mais dans cette version éthérée, postérisée, graphique, il devient encore plus superbe. Une des caractéristiques que je trouve les plus passionnantes probablement de Guerriero Heroico, hein, cette icône, qui n'est plus Che Guevara, c'est que toutes ces manifestations, on dit que c'est l'image la plus reproduite dans le monde, ce n'est pas seulement l'image la plus reproduite, en fait, toutes les versions existantes de Guerriero Heroico sont des images éditées, c'est-à-dire des images qui sont sur des posters, sur des t-shirts, sur tout un tas d'objets qui sont des objets appropriables. Et c'est précisément parce qu'une image comme celle-là est aussi vide que chacun peut y mettre ce qu'il veut, ou presque. Alors, voilà. Là, on a Che Guevara qui écoute de la musique. Voilà, avec des écouteurs. On va peut-être pas mettre celui-là. Ah, là, on va retrouver des copains qui l'ont sur la peau. Parce qu'on parlait des supports sur lesquels on peut porter le Che, il y en a pas mal qui l'ont tatoué à même la peau. Et dont Diego Maradona. Les historiens d'art devraient visiter plus souvent les toilettes. Ce qui est intéressant, c'est aussi de regarder ce qu'il y a autour, et pas de se focaliser uniquement sur l'image du Che. Là, elle est dans son élément. Cette image vit sa vie d'image parmi de très nombreuses icônes de la culture populaire. Dans une chambre d'ado, il n'y a pas que le poster du Che. Ce n'est pas une icône au sens religieux. Ça rentre en composition avec des chanteurs, de la musique, avec des acteurs, du cinéma. Et donc, voilà, cette image-là appartient à cet univers.
beaucoup plus large, c'est beaucoup plus existentiel. C'est la contre-culture. On est dans quelque chose qui est le refus d'une société. Les repères politiques eux-mêmes font l'objet du refus de cette jeunesse qui va préférer trouver dans la musique le message, l'horizon d'une société meilleure, plutôt que dans les livres de Marx. Malgré une forme d'affaiblissement du message politique, esthétiquement, elle est toujours là. 50 ans après, c'est quand même assez extraordinaire. Listo. Logo marketing côté pile, icône de la révolte côté face. Et l'une ne peut survivre sans l'autre. C'est peut-être grâce à ce paradoxe que l'image du Che dure aussi longtemps. Les objets dérivés la font exister au quotidien dans une forme dépolitisée. Et parfois, un artiste, un citoyen, un indigné s'en saisit pour lui redonner de sa valeur mobilisatrice. Récemment, Che Guevara est même apparu en creux, dans l'absence même d'image. Au moment d'abattre Oussama Ben Laden, les Américains n'ont pas répété la même erreur. Ils n'ont pas pris le risque de transformer leur trophée en martyr et ont choisi l'absence totale d'image du corps. La seule photographie largement diffusée est un contre-champ, Barack Obama suivant le déroulement des opérations sur un écran. Ironie de l'histoire, ce même Barack Obama choisissait pour sa campagne de 2008 une affiche façon Che. C'est dire si aujourd'hui, la circulation des images emprunte souvent des diagonales étonnantes.